vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, maintenant que nous avons pris à peu près 40 kilos par cuisse, Philippe David. Ah non, moi j'ai fait régime. Ah ouais. Mais pourquoi vous riez? Entendu. Je ne sais pas, une fake news, j'ai fait régime depuis... J'ai des sources qui me disent le contraire. C'est marrant, ça se voit pas Et physiquement. d'autant plus que quand je suis arrivé à 2h et qu'il est arrivé une demi-heure après, il nous a raconté en détail le menu, genre chapon, foie gras, le régime très particulier. Maintenant, on sait qu'il ne faut jamais dire un secret à Philippe Bilger en présence de Maxime Sénat. Non, vous avez fait un régime de banane. C'est ça. C'est ça. Les cookies étaient délicieux. Merci Philippe. Allez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. 0826 300 300 avec pas mal de sujets aujourd'hui. François Bayrou semble isolé avec peu de soutien venant des grands partis. Entre alliances fragiles et risques de motion de censure, Bayrou est-il un homme seul face au bloc politique? Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, nous sommes revenus à la 4e République que le général de Gaulle appelait le régime des partis? Et à cette question, face au parti, Bayrou est-il un homme seul? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels. Et elle n'est pas une femme seule. Au 0826 300 300. Et notre invité Yannick Mireur sera avec nous, politologue. Et puis le grand débat du jour à 17h30. Fraîchement nommé garde des Sceaux, Gérald Darmanin promet une justice plus rapide, des prisons rénovées et une lutte accrue contre le narcotrafic. Darmanin est-il l'homme du renouveau pour la justice française? Alors parlons vrai. Est-ce qu'un garde des Sceaux qui est passé par le ministère de l'Intérieur, c'est une bonne chose pour vous? Et à cette question, justice trop lente, nettoyage des prisons, Darmanin révolutionne-t-il dans le bon sens le ministère de la Justice? Eh bien vous dites non à 59%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Evelyne Cyr-Marin sera avec nous, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, cap à l'international où les nouvelles autorités syriennes ont annoncé un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution. S'agit-il d'un réel signe de normalisation? Alors parlons vrai, êtes-vous inquiet du nouveau régime arrivé au pouvoir en Syrie? Et à cette question, l'évolution de la situation en Syrie, c'est, vous dites, à 95% de la communication et à 5% de la normalisation. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et pour nous accompagner, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec le retour de l'enfant prodige, Philippe Bilger est avec nous, président de C'est tellement l'Institut gentil de me qualifier d'enfant. Mais on reste un enfant tout au long de sa vie. Ah bah oui, surtout vous d'ailleurs. Voilà, moi très clairement. Très clairement. Je ris aux bêtises de ce délicieux Philippe David assez régulièrement. Ouais. Je ne dis jamais de bêtises. Non. Vous en mangez trop d'ailleurs. C'était bien, Philippe Bilger? Très bien. On a voyagé, on a près d'Annecy, voilà. C'était formidable. J'ai été gâté, j'ai bien mangé. Et en même temps, je suis tellement heureux de revenir. Eh ben tant mieux. François Pupponi est avec nous, ancien député et ancien maire de Sarcelles. Bonsoir François. Bonsoir. Est-ce qu'on était en Corse, François? Non, j'ai passé Noël en Picardie chez ma femme. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas le même délire. Et je vais demain en Corse pour fêter la fin de l'année. Avec une Et question. vous avez mangé des potates? Oui, beaucoup, oui. J'aime les patates à l'eau. Vous allez passer au figatelli grillé, Allez. là c'est la saison. ça va le changer. Il est commandé. Si vous pouvez nous en ramener un petit morceau. Oui, mais c'est un petit charcutier de Sorbolano qui se Ouais. reconnaîtra. Un truc comme ça par derrière. Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonsoir Joseph, on est content de vous avoir. Bah oui. Joseph, c'est pire qu'un président de la République. J'ai cru un comprendre. peu curieux qui s'appelle la France. Quand on vient, j'ai eu la chance d'être en Espagne, en Italie. C'est magnifique. Il y a des décorations partout. Il y a de la joie dans la rue. C'est illuminé. Il y a des sapins, il y a des machins. Vous et on parlez pas de la arrive à France, là. Paris. Ah oui. C'est d'une tristesse à pleurer. Et Ah ouais. pourtant, Joseph, ça s'est un peu amélioré par rapport à l'an dernier. Bah, heureusement. On accepte parfois de mettre Noël. C'est Oui, vrai. c'est un gros mot, alors que je suis allé à la mairie de Madrid, dans le hall de la mairie de Madrid, il y a une immense crèche, et tous les gamins viennent voir les petits personnages, etc., qu'on soit croyant, pas croyant. Alors moi je le suis, ça me gêne encore moins, mais enfin c'est un plaisir de voir ces petits personnages, la petite rivière, les petits machins, Ouais. et tout le monde est content, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est Noël. Ah bah, c'est pas Noël pour tout le monde avec Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, bienvenue. Coup de gueule contre la ZFE, en tout cas de l'Île-de-France, oui. la zone à faible émission, qui devrait vous laisser à l'extérieur au moins les 3/4 de l'année.
Ah oui, là, alors c'est un délire et je vous avoue sincèrement que je n'avais pas vraiment pris garde au truc et c'est en allant faire passer le contrôle technique il y a quelques jours que le gars m'a dit au fait, dites donc vous à partir du 1er janvier vous ne pouvez plus rouler. Pardon ? Ah bah non. Écoutez, j'ai une vieille Jaguar, alors on va expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant, Emmanuel. 2 litres essence. Eh bien, à partir de cette véhicule essence, dans la zone du Grand Paris, elle date de 2002, donc avant 2006, eh ben, elle n'a plus le droit de circuler dans le Grand Paris parce qu'elle est les critères 3. Voilà, vous êtes critère 3 et en fait, vous avez le droit de rentrer dans le Grand Paris 24 fois par an seulement. Alors que vous habitez dans le Grand Paris, parce que c'est la partie à l'intérieur de la 86. Oui, écoutez, alors quand même, moi j'habite, là je suis au ras de la cité Jardin à Suresnes. Il y a la cité Jardin, c'est plutôt un habitat populaire. La plupart des véhicules, je peux vous dire, il y en a 80%, c'est des critères 3. Alors François Pupponi veut réagir. Oui, moi, je voulais vraiment aller dans votre sens. Moi, j'ai été maire de Sarcelles, donc ville de banlieue, pendant 20 ans. Et effectivement, il y a beaucoup des habitants de cette ville qui n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures neuves et qui achètent des véhicules datés, souvent diesel, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose et qu'ils arrivent à bricoler leur voiture pour pouvoir aller travailler, pas par le plaisir. Bon. Et eux ne pourront plus rentrer dans le Grand Paris. Donc il y a une espèce de discrimination par l'argent pour les gens qui ont le droit de rentrer, de travailler. Alors il y a des dérogations, mais tout ça est extrêmement compliqué. Et je pense que ceux qui prennent ces décrets-là, ces arrêtés-là, ne comprennent pas ce qui se passe vraiment pour les habitants de ces banlieues. Oui. J'ai un commentaire complémentaire à faire. Moi, on se souvient de la limitation à 80, ça a provoqué les gilets jaunes. Alors là, c'est pas mal. Avant, c'était la ruralité qui était dans la rue, qui montait à Paris. Maintenant, finalement, on n'aura même plus besoin. Ils vont même plus avoir besoin ils vont avoir les révoltés directement sur place. C'est pas bête, en fait, comme idée. On prendra tous le bus et le métro pour aller manifester dans Paris et saccager la préfecture. J'en sais rien. Mais en tout cas, non, ça c'est pas une bonne idée. Saccager la préfecture. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est une blague. Mais écoutez, franchement, mais comment peut-on faire? Comment les gens sont-ils supposés faire? Mais c'est de la folie furieuse. Enfin, ça c'est sûr que pour mettre les gens en colère, ça pour le coup c'est gagné. Il y en a un qui peut tirer son épingle du jeu avec ça. S'il est un peu malin, le Premier ministre Bayrou, il annonce la suspension des ZFE. Non, mais c'est pas lui. Oui, mais ça n'a rien à voir avec lui. C'est le Grand Paris, c'est les communes qui ont fait s'arrêter. Il a tout à fait la possibilité, par décret ministériel, de suspendre une décision municipale. Absolument. On a un ancien maire qui nous dit le contraire. Je crois pas. Non. Les collectivités ont la libre administration. Alors on ne peut pas prendre des textes qui sont en dessous de la loi, mais on peut prendre des textes qui sont au-dessus de la loi et qui aggravent la situation. Et donc je vois mal le Premier ministre prendre une décision non, c'est les collectivités, en particulier la métropole du Grand Paris, qui peut prendre une décision de revenir là-dessus. Alors ils l'ont déjà reporté, mais effectivement l'entrée en application va être catastrophique pour un certain nombre d'habitants. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la simplification administrative. Voilà, c'est ça. Emmanuel, vous restez avec nous, bien entendu, vous êtes notre vraie voix du jour et on va vous offrir peut-être un cadeau à vous qui nous écoutez au 0826 300 300. Peut-être que vous allez remporter, par exemple, je sais pas, une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, peut-être un coffret Maricorps avec des produits de beauté. Regardez-moi, par exemple. Vous allez me dire, non, ça sert à rien. Oui, d'accord. C'est normal parce que je les ai pas utilisés. Allez, 0826 300 300. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 15, Philippe Bilger. 14. Il dit ça avec un flegme. 14e au standard. 0826. Je fais autre chose, maquillage et compagnie. Et la lingerie est âme, c'est ça que. Justement, il paraît qu'on a beaucoup distribué hier. Oui, absolument. Allez, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et vous vous dites les vraies voix. Qui est donc autour de cette table? Il y a le Père Noël, le Père Fouettard. Non, c'est pas eux. Il y a François Pupponi qui est avec nous, Joseph Touvenel, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300 et avec Philippe David. Bien entendu, Philippe David. Eh bien, écoutez, c'est le premier débat. Bah, on y va. Eh bien, on y va. Allez. Les vraies voix Sud Radio. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou, l'un des artisans de la victoire de 2017, a été nommé Premier ministre. Le président de la République a nommé François Bayrou Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement. C'est aussi simple que ça. Ça tient sur 2 lignes, 1 ligne et demie à peine. Monsieur Macron vient d'amuser la galerie pendant une semaine quand même. Tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu. Emmanuel Macron est un président bunkerisé qui a fait le choix d'un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre doit prendre en considération la nouvelle donne politique. Et le Premier ministre semble isolé, avec peu de soutien venant des grands partis entre alliances fragiles et risque de motion de censure. François Bayrou est-il un homme seul face au bloc politique? Alors parlons vrai, le retour des partis, comme disait le général de Gaulle, était-il inéluctable vu le paysage politique de l'Assemblée nationale? Et à cette question, face au parti Bayrou, est-il un homme seul? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Yannick Mireur, est avec nous, politologue, fondateur de Nexus Forum, auteur de Populisme Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre aux éditions VA. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger, mais monsieur le Premier ministre est-il seul face aux autres? S'il est seul, eh bien, je pense que c'est sa force. La question de Sud Radio laisse penser que il serait, si j'ai bien compris, en quelque sorte le geôlier ou plutôt prisonnier des partis. Je ne crois pas, c'est même l'inverse, puisqu'il a répété en permanence, François Bayrou, qu'en réalité, il n'avait pas composé un gouvernement pour les partis, mais pour la France. Alors, je vais très vite parce que je pourrais être intarissable. N'éprouverais-je pas une empathie humaine et politique pour François Bayrou que j'aurais de toute manière envie de le défendre contre tous ceux qui l'attaquent avec une sorte d'étrange volupté sans se préoccuper du futur. Et sa grande chance, malgré l'apparente détestation ou au moins hostilité du Parti socialiste, c'est que précisément ce parti est tout de même assez conscient qu'après Michel Barnier, il faut recouvrer une forme de lucidité politique qu'on ne peut pas se permettre de mettre la France à bas. François Pupponi. Bayrou seul contre tous, c'est sa marque de fabrique. Hein. C'est sa manière d'être d'ailleurs. De condamner le système, de dénoncer le système et de dire que lui, il va être capable de faire différemment. Donc en tout cas, il est complètement dans ce qu'il aime faire. Les partis de la troisième et les partis de la fin, j'allais dire la fin de la cinquième, presque un lapsus, de cette période ne sont plus les mêmes. Et on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, le parti du président de la République, il est presque pas au gouvernement. En fait. Attal, qui en est le secrétaire général, s'est fait quasiment enlever tous les proches qui étaient dans le gouvernement. Ces deux plus proches ont été virés du gouvernement. Antoine Armand et Anne Genetet. Absolument, voilà, et violemment même. Oui. Bon. Donc Bayrou, il fait du Bayrou en disant, moi je vais faire sans les partis, peut-être contre les partis, mais pour les Français. Donc on l'a dit. Donc je pense qu'effectivement, il est en son rôle. Est-ce que ça tiendra ? Je pense que oui, tant qu'il serait capable de bien traiter, entre guillemets, le Rassemblement national, en particulier lors du budget qu'il veut présenter au mois de janvier, ça peut tenir. Il ne doit pas compter sur le Parti socialiste, qui malheureusement a basculé dans autre chose. Voilà. Le Parti socialiste aurait pu être une force d'appoint, il ne le sera pas. Donc moi je pense que ça peut tenir si effectivement il est capable de faire un budget où il n'y a pas trop de prélèvements sociaux et fiscaux, et où effectivement le RN dit, dans ce cas-là, j'y vais. Joseph Touvenel. Alors, quand on raisonne avec les partis, les partis, elles ont des options. On connaissait le Parti socialiste, qui était normalement socialiste avant de virer je sais pas trop quoi, le Parti communiste, le RPR, etc. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus ces partis. Il n'y en a plus que deux. LFI et Rassemblement national.
Donc de toute façon, François Bayrou, lui, ce qu'il a fait, il ne peut pas s'appuyer sur des partis qui idéologiquement n'existent plus. Il passe de l'un à l'autre. Il n'y a qu'à voir comment on est ministre d'un côté, ministre de l'autre, etc. Donc à la fois, il est seul, et à la fois, il est au centre du jeu. Mais un Premier ministre de la Ve République qui ne peut pas s'appuyer sur une majorité sera forcément toujours seul. La seule chose, c'est qu'il ne s'appuie pas sur des partis, mais il s'appuie sur la nomenclatura parisienne qu'on retrouve. Et on retrouve Madame Elisabeth Borne qui revient au gouvernement. Monsieur, voilà, tous ces gens-là fonctionnent entre eux. Et visiblement, ils ne se rendent pas compte que dans le pays, ça soulève de plus en plus de colère. Yannick Mireur, vous êtes politologue, fondateur de Nexus Forum et auteur de Populisme Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre, publié aux éditions VA. Est-ce que quelque part, on n'assiste pas au grand retour de la 4e République, et ça s'était d'ailleurs très mal terminé? Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça. Je pense que la situation, l'adversité dans laquelle agit M. Bayrou, comme vos invités l'ont dit, correspond assez à son tempérament. C'est peut-être un petit peu inespéré après tant d'années à l'écart du pouvoir, même si M. Bayrou a construit une influence auprès du président de la République en le soutenant dès 2016-2017, sans participer. Il avait en été empêché pour les histoires d'assistants parlementaires européens, vous s'en rappelez, en 2017. Je crois que c'est un petit peu le moment de vérité pour lui personnellement, dans l'aboutissement de sa vie politique et dans des circonstances qui sont très particulières. Et je serais assez d'accord avec ce qui a été dit, M. Binger, je crois, sur le fait que ce ne sont pas spécialement les partis qui domine, c'est-à-dire que la dynamique est mouvante en quelque sorte, et que ce que pourrait faire M. Bayrou, son profil, le rappel, on peut dire le recyclage, c'est vrai, mais comment vous dire, il ne peut pas y avoir des gens qui tombent du ciel. Voilà, il serait allé chercher des gens du privé totalement inconnus, même avec de la bouteille comme M. Lombard. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été spécialement plus inspiré que ce qu'on l'est aujourd'hui. Simplement, on a un œil critique vis-à-vis de ça avec les anciens premiers ministres et ce type de choses. Je pense que ça pourrait lui permettre deux choses. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit la 4e République. C'est de rejoindre plutôt l'esprit de la 5e, en laissant de côté le sujet du président de la République. C'est agir, faire, plus qu'être déclamatoire. Ça correspond assez un petit peu au régime bayrouiste, en quelque sorte, à sa philosophie des choses. Et le deuxième, c'est que dans cette relation fluctuante entre Matignon et les partis politiques, eh bien, il faut se gagner la confiance, plus que la neutralité, une relative bienveillance des Français, parce que le fait qu'ils expriment une déception ou bref qu'ils n'attendent pas grand-chose ne veut pas dire non plus qu'ils ne l'attendent pas véritablement. Enfin, c'est pas nécessairement exprimé. Bref, il faut qu'ils puissent parler au pays pour neutraliser un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent avec leur parti. Principalement d'ailleurs, soyons honnêtes, c'est le PS qui a bloqué. On parle beaucoup du Front National en disant il est dans la main d'eux, mais c'est parce que le PS n'a pas voulu le suivre aussi. Voilà. Les fameuses lignes rouges, c'est autre chose, mais tout de même à ce stade-là, c'est le PS qui n'a quand même manqué, lui, une occasion avec quelqu'un qui a prouvé de manière très forte dans le passé, M. Bayrou, il vient de la droite, de soutenir la gauche en faisant voter pour M. Hollande, en tout cas en déclarant qu'il voterait pour M. Hollande contre M. Sarkozy. Et vous vous souvenez aussi le pas de deux qui s'était produit lorsque Mme Royal avait été candidate à la présidence pour que lui fût Premier ministre. Donc tout de même que le PS manque à M. Bayrou, c'est assez curieux et je pense que la responsabilité est considérable. Comment voyez-vous justement à propos des socialistes ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 janvier? Est-ce que vous pensez que on pourra éventuellement offrir aux socialistes quelque chose qui les conduiront de mon point de vue à être plus raisonnables? Et deuxième élément, est-ce que les personnalités de gauche, détestées ou non, au sein du gouvernement pourront avoir un rôle positif dans cette relation? C'est une question intéressante. On ne peut pas exclure. Ce que je pense, c'est que la méthode va compter beaucoup. Au-delà du déclamatoire où chacun joue évidemment sa propre stratégie en perspective, y compris des élections présidentielles, a priori en 2027. En tout cas, c'est la seule option devant nous, constitutionnelle, qui structure un petit peu les positions des uns et des autres. M. Wauquiez aussi, il n'y a pas que le PS. Je pense qu'une action à bas bruit permettrait dans les coulisses,
d'amortir les choses, que ce soit un petit peu plus ouaté, sans s'abstenir, sans s'épargner évidemment le théâtre qu'est la vie politique, et ça fait partie du jeu, c'est assez normal pour ça. Donc je ne l'exclurai pas. Pour ce qui est des personnes, les animosités, en particulier M. Valls, en rupture de banc depuis longtemps, mais de manière beaucoup plus forte que M. Rebsamen par exemple, c'est difficile à dire. Je serai assez sceptique en effet, plutôt de votre avis sur le fait que les personnalités peuvent achoper de manière définitive, au fond, plus que les idées. C'est ça le mauvais côté aux questions de la politique et que déteste le plus l'opinion publique. Souvenez-vous de M. Cavenel qui était plutôt bien parti, et puis c'est chez lui que les miettes se sont imposés et lui ont barré la route de Matignon, si j'avais bien compris ce qui s'est passé. Juste pour compléter et répondre peut-être au procureur, moi je ne crois pas que le Parti socialiste, c'est malheureux, enfin, j'en suis catastrophé, mais pour deux raisons. Il ne viendra pas. D'abord, parce qu'il y a les municipales qui arrivent bientôt. Il y a le congrès du parti en juin, et Olivier Faure est obligé de donner un peu des gages à son opposition. Mais tant qu'il tiendra l'appareil, il sera sur cette ligne pro et LFI. Je pense qu'à la fin, il se fera manger tout cru par le LFI, y compris dans les municipales, mais ça, c'est son problème. Mais en tout cas, ils ne viendront pas. Et le problème de Bayrou, c'est qu'il devait choisir entre donner des gages au Rassemblement national pour ne pas être censuré par le RN ou donner des gages au Parti socialiste. Compte tenu du Parti socialiste, il a bien vu son attitude très vite, il a préféré donner des gages au Rassemblement national, et je pense que c'est cet axe-là qui perdurera, qui lui permettra de tenir. Quant au PS, il aurait dû, après les européennes et lors de la dissolution, franchir le pas. Glucksmann aurait dû annoncer qu'il était candidat, il ne l'a pas fait. Olivier Faure ayant repris les choses en main, je pense qu'ils seront durablement avec les filles. Joseph Touvenel. Mais M. Pupponi, vous voyez bien que, pardon, juste une toute petite seconde sur ce que vous décrivez, c'est précisément l'occasion manquée. Si vous considérez que de toutes les manières vous êtes condamné par LFI, alors prenez de la hauteur, soyez au rendez-vous de la situation. Et lancer les dés avec un petit peu de risque. Parce que toutes les déclarations de M. Faure sont des ectoplasmes. Pour prendre de la hauteur, il faut en être capable. Il y a mais en fait, la question que les Français, eux, se posent, elle est tout à fait en dehors de ce débat. C'est la santé, la sécurité, l'immigration, mon porte-monnaie. Quelles seront les conséquences et quelle sera la politique menée? Et je crois qu'en gros, les Français se moquent totalement des étiquettes des uns et des autres. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une certaine facilité à changer d'étiquette. Regardez M. Darmanin. C'était quand même quelqu'un qui condamnait Emmanuel Macron très fortement quand il était LR. Et puis pour avoir un portefeuille, donc quelle politique et quels actes surtout? Est-ce que le baratin, on va en avoir? Allez, le mot de la fin, avec vous, Yannick Mireur. Avant de vous quitter, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que personne ne peut être contre ce que vous venez de dire, c'est très clair. Et ça ne fait qu'empirer à mesure que les mois passent. Je pense précisément que quelque chose d'un peu moins présent, d'un peu moins suffocant, même si je comprends que ce soit le travail des médias que de rapporter ce qui se passe dans les coulisses et quelles sont les tendances, plutôt à l'action. Monsieur Valls, par exemple, est entré en majesté, très bien. Maintenant, dans la crise qu'il traverse, je prends cet exemple-là, c'est l'action pour répondre précisément aux attentes. Et donc, être moins dans le déclaratif, une fois que les choses sont calées, même mal calées, même avec un point d'interrogation très fort, on avance, et je pense que c'est un petit peu la seule ligne de crête. On est bien d'accord, c'est pas un boulevard, c'est une ligne de crête, mais qui tient à M. Bayrou, et c'est l'alchimie au fond, de savoir si vous êtes capable de projeter les choses et de tirer les Français avec vous au-delà de la tête des partis. On connaît bien ça sous la 5e, n'est-ce pas? Ou bien si ce que vous venez de décrire, effectivement, pas les magouilles du tout, mais simplement les discussions qui sont bien nécessaires dans un régime parlementaire, deviennent trop importantes par rapport, en effet, comme vous l'avez dit, aux préoccupations d'une majorité des Français, et deux, vous parliez de Nexus Forum qui s'occupe des questions internationales. On voit bien qu'on est quand même très 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 loin des grands mouvements de la marche du monde dans ces sujets-là. Merci beaucoup, Yannick Mireur, politologue, fondateur de Nexus Forum et auteur de ce livre, Un populisme smart, le retour du politique dans le peuple, ou comment répondre aux éditions VA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec le retour sur l'arrivée de Gérald Darmanin à la justice, promesse de réforme, prison rénovée ou lutte contre le narcotrafic, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'un garde des Sceaux qui est passé par le ministère de l'Intérieur, c'est une bonne chose pour vous? Et à cette question, justice trop lente, nettoyage des prisons, Darmanin révolutionne-t-il dans le bon sens le ministère de la Justice? Vous dites non à 54%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h.
Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h et un qui c'est qui l'a dit aujourd'hui, je vous le dis, ça devrait vous faire rire. Ah oui, un qui c'est qui l'a dit spécial prix de l'humour politique à travers le temps. Ah ouais, et là je peux vous assurer que ça va vous rappeler qu'on a des souvenirs. beaucoup ri en le préparant. Autour de cette table, Joseph Touvenel est avec nous, avec Philippe Bilger. Ça va mon Philippe, vous êtes content d'être revenu? En plein, je suis ravi. Et François Pupponi qui est avec nous. Ça va François? Très bien. Très bien, ça va Joseph? Oui, sauf que j'ai entendu François parler tout à l'heure de la charcuterie corse et il n'a pas parlé de Bastelica. C'est là où on fait la meilleure charcuterie. Voilà, mais il faut que les choses soient claires pour les auditeurs. La meilleure charcuterie, c'est dans l'Altaroc, il y a eu des vrais cochons. Bastelica, c'est pour les touristes. Vous pensez que la meilleure charcuterie corse c'est de Bastelica, comme Joseph Touvenel veut nous le dire? Mais c'est là où il y a des chênes. Parce que les cochons en semi-liberté mangent des glands de chêne. Ouais. Bastelica, il n'y a pas beaucoup de chênes. Il y a beaucoup Les cochons sont entièrement en liberté, Bastelica, alors que là-bas ils sont en semi-liberté. Ils peuvent venir sur le territoire, enfin sur à Paris, il y a beaucoup de glands aussi. Alors voilà un débat sérieux. Oui, mais eux fait de chêne, heureusement. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président de la République a nommé M. Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Moi, je suis là pour travailler pour les agents du ministère de la Justice. On ne fait pas de la justice sans les magistrats, sans les greffiers, sans les agents pénitentiaires. Mon travail n'est pas de prendre les décisions à la place des magistrats. Mon travail est de donner une direction. Le nommer au ministère de la Justice, c'est pas forcément un message de conciliation et d'apaisement envoyé aux magistrats. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Cette phrase est de Pascal, elle résume ce qu'est la démocratie et la République. Police et justice sont dans la même barque. Pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens. Nommé garde des Sceaux, Gérald Darmanin promet donc une justice plus rapide, des prisons rénovées et une lutte accrue contre le narcotrafic, entre défis budgétaires et débats sensibles. Et ces priorités marquent-elles un vrai tournant pour le ministère de la Justice? Alors parlons vrai, un garde des Sceaux qui déclare, je cite, « Je serai toujours du côté des victimes et jamais du côté des délinquants et des criminels définitivement condamnés », ce n'est pas un bon signal dans un pays où la délinquance et la criminalité explosent. Et à cette question, justice trop lente, nettoyage des prisons, Darmanin révolutionne-t-il dans le bon sens le ministère de la Justice? Vous dites non à 53%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour nous éclairer sur le sujet, Evelyne Cyr-Marin qui est avec nous, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. On va commencer par d'une magistrate à un procureur sur Gérald Darmanin justement. Elle nous éclairera, notre invité, mais probablement d'une manière totalement contrastée avec ma propre lumière. Peut-être. Et c'est tant mieux. Mais là, c'est presque une affirmation, ma chère Cécile. Mais ce que je trouve de plus remarquable dans le gouvernement composé par François Bayrou, et je le dis depuis longtemps, je ne l'invente pas pour les besoins de la cause, c'est que précisément, enfin, on a un authentique couple régalien. Combien de fois dans les gouvernements de gauche comme de droite, on a eu un ministre de l'Intérieur et un garde des prises institutionnelles. Là, on a un garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui pour une fois est parfaitement adapté à sa fonction, qui est conscient de la solidarité à avoir avec le remarquable, je l'ai toujours dit, ministre de l'Intérieur, et donc on peut espérer, d'ailleurs tout démontre que Gérald Darmanin a compris ce qu'attend la magistrature, moins un grand soir quelconque, mais un pragmatisme rapide et efficace, notamment sur le plan pénitentiaire, sur le problème des moyens. J'arrête là pour laisser à mes adorables contradicteurs le soin de m'approuver. C'est vrai que c'est un casting inédit. Ouais. Depuis longtemps, on n'avait pas connu une telle situation. Avec une nécessité de rigueur des deux, qui sont à peu près alignés sur les mêmes lignes politiques. Pour les connaître les deux, ils ont à peu près la même vision des choses. On connaît les positions qu'avait Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il ne changera pas de position, même si bien entendu le fait qu'il soit garde des Sceaux va l'obliger à avoir des positions un peu différentes. Mais globalement, sa philosophie restera la même. Et donc on verra bien comment les choses vont se passer. Après, il va vite s'apercevoir, Gérald Darmanin, que c'est pas aussi simple que ça.
Voilà, il a dit qu'il a besoin de moyens, il a besoin d'une justice beaucoup plus plus de moyens pour pouvoir être plus efficace. Donc ça, il en est conscient. Alors c'est toujours marrant de voir un ancien ministre du budget qui faisait le budget et dire qu'il faut plus de moyens parce qu'une fois qu'il est à Bercy, il veut pas en donner assez, et puis une fois qu'il est plus à Bercy, il en réclame plus. Bon, ça c'est un peu jeu politique. La seule petite inconnue, mais pour les connaître les deux, je pense qu'ils seront capables de dépasser ce risque-là, c'est qu'ils ont tous les deux, y compris Retailleau, le ministre Retailleau, une vue sur 2027. Donc il y a un moment où peut-être... Ça peut frotter. Les étant, les connaissant et les sachant tous les deux suffisamment responsables, je pense qu'ils sont capables d'éviter l'écueil. Joseph Tounel. J'ai beaucoup aimé mon ami Philippe Bilger, je le trouve très rafraîchissant, avec une dose de naïveté qui fait plaisir. Il nous a décrit Gérald Darmanin, on a quelqu'un qui arrive, qui nous fait des promesses, qui nous dit que d'ailleurs il va falloir trouver de l'argent. Effectivement, François Popelier l'a bien dit, il a quand même été ministre du budget. On a oublié son passé qui est un passif. On a oublié que c'était quelqu'un qui savait mentir comme un arracheur de dents. Les Anglais qui, au Stade de France, tout le monde a oublié ces déclarations d'un ministre. C'était après la finale Liverpool-Real Madrid. Accusant des supporters anglais de venir avec de faux billets et sans billets alors qu'on sait que c'était pas vrai. Mais il aurait dû disparaître à la trappe. C'est la honte de la République pour moi. Pas sur ces lignes politiques. Mais si on tolère que nos dirigeants nous mentent comme des arracheurs de dents, c'est toute la confiance du pays qui s'écroule et c'est des extrêmes qui montent. Je n'ai aucune confiance dans les déclarations de Gérald Darmanin. Et quand je les écoute, ah oui, alors je suis d'accord, il faut réformer la justice en lui donnant beaucoup plus de moyens. Qui est contre ce qu'il vient de nous dire en citant Pascal? Mais très bien, bravo. Qui est contre? Mais les actes, mes amis, les actes, au-delà des paroles. Je rappelle juste une chose. Il a été ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. On parlera de Mayotte tout à l'heure. Pendant plus de 4 ans, il a occupé ce poste. Allez, Evelyne Cyr-Marin est avec nous, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Voilà, vous avez un tour de table plutôt assez varié. Éclectique. Voilà, éclectique. Oui. C'est le principe aussi du débat. Quelle est l'image aujourd'hui que vous avez du nouveau garde des Sceaux ? Je trouve qu'il n'est pas très garde des Sceaux. Je trouve qu'on a plutôt pour l'instant, deux ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire que le discours de M. Darmanin, que ce soit son discours d'investiture ou celui hier à Liancourt et à Amiens, c'est plutôt les prisons enfermées, les peines. Alors tout le monde est d'accord pour que les peines soient exécutées le plus rapidement possible. C'est mieux pour tout le monde, pour les victimes, pour les condamnés et pour la société. Maintenant, le problème, c'est que le ministre de la Justice, vous voyez, c'est l'article 66 de la Constitution. C'est pas que la prison, c'est pas que les peines. La Constitution nous dit aussi, c'est le gardien des libertés, c'est-à-dire c'est pas comme les policiers. La justice, c'est aussi ne pas être enfermé arbitrairement, ne pas être accusé à tort, être condamné de façon juste, impartiale, indépendante. Voilà. Donc, l'idée qu'ils sont en alignement, comme le dit M. Bilger, ça je suis tout à fait d'accord, ils sont vraiment en alignement. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils soient sur une orbite différente pour la comparaison astronomique, puisque j'aimerais qu'un ministre de la Justice soit, si vous voulez, comme l'est la justice dans nos institutions, un contre-pouvoir. Donc la police c'est l'exécutif et puis la justice c'est une sorte de contre-pouvoir. Il faut faire attention à ça dans une démocratie. Je ne suis pas du tout gêné par ce que vient de dire notre invité, puisque en général j'apprécie ses interventions tout en étant aux antipodes de ce qu'elle pense. Mais vraiment j'apprécie le ton qu'elle a. Et je pourrais lui dire que de la même manière qu'elle retrouve Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, j'ai le bonheur de retrouver le confort intellectuel du syndicat de la magistrature qui dit qu'en effet Gérald Darmanin n'est pas un garde des Sceaux parce qu'il ne s'occupe au fond que de ce qui préoccupe les Français. Et je ne suis pas du tout d'accord. On a le droit d'être un ministre de la Justice qui se soucie très directement, très immédiatement, en tout cas sur le plan pénal, de ce qui bouleverse, de ce qui
agite la société française et peut-être même les magistrats. Et je crois qu'il peut, par son pragmatisme intelligent et efficace, aboutir à des résultats que, paradoxalement, en dehors du budget, le précédent garde des Sceaux n'avait pas obtenu. Evelyne Siermarin. Oui, bien sûr. Évidemment que c'est bien qu'il se soucie des prisons. Là, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il me semble, pour l'instant, se soucier que de ça. Et puis, il a... En même temps, il vient d'arriver. Hein, donc, il vient d'arriver. Mais, vous voyez, on peut juger aussi en fonction de l'homme et de ce qu'il a fait dans les dernières années. Ça n'est pas interdit. Bien sûr. Or, les dernières années, il y a eu deux choses, moi, qui me soucient vraiment. C'est une loi qui s'appelle la LOPMI, de 2023, où vraiment il a beaucoup affaibli la police judiciaire. Et pour les magistrats, c'est vraiment important d'avoir des policiers qui font des enquêtes complexes et de travailler avec eux. Or, il a affaibli cette partie-là de la police. Et la deuxième chose qui me semble ennuyeuse, c'est que, vous l'avez assez dit, vous les journalistes, il a fait des déclarations qui allaient à l'encontre de l'indépendance de la justice. Vous vous souvenez, non seulement, c'est son droit, il a soutenu son ami M. Sarkozy à l'époque, mais enfin, il y a eu d'autres choses. Il y a eu Madame Le Pen, qui, il l'a nettement soutenu en attendant la décision des juges. Et enfin, l'année dernière, vous vous souvenez, ce jeune qui avait été vraiment devant des caméras à Marseille, vraiment très violemment tabassé. Vraiment, tout le monde l'avait vu. Il avait la tête au carré, on peut le dire. Et Monsieur Darmanin avait dit que, en fait, jamais un policier ne devait aller en prison, que ça n'était pas sa place. Et c'est des choses comme ça, moi, qui me semblent un peu un casier judiciaire, quoi. En quelque sorte, sur la question de la compétence pour être garde des Sceaux. Je ne dis pas qu'il est incompétent. Je dis que du point de vue de l'indépendance de la justice, je pense qu'il y a des problèmes. On verra ce que ça donnera. Joseph Touvenel, François Pupponi court parce qu'on part au 0826 300 300. J'ai été un peu étonné par l'expression que vous venez d'avoir, madame, c'est nous dire que la magistrature, la justice doit être un contre-pouvoir. Mon sens, la justice doit appliquer la loi avec humanité, avec intelligence. Et quand vous avez fait, vous nous avez dit la défense de la liberté est effectivement dans la loi, dans notre constitution. Mais si vous voulez être un contre-pouvoir, il faut aller aux élections. La démocratie, c'est ça, c'est pas au juge de décider. Je suis un contre-pouvoir. Le juge est là pour appliquer avec humanité et intelligence la loi, pas pour se poser en contre-pouvoir de la démocratie. Non, mais c'est par rapport, non pas à la démocratie, par rapport à l'exécutif, vous voyez, le pouvoir exécutif, les préfets, le gouvernement, etc. Ça, c'est l'exécutif. Et parfois, quand il y a des problèmes avec l'exécutif, des problèmes d'arbitraire, d'atteinte aux libertés, là, la justice, effectivement, applique la loi en se posant, en fait, c'est l'idée du pouvoir qui arrête le pouvoir de Montesquieu. C'est en cela que j'utilise l'utilisation contre-pouvoir. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Voilà. C'est pas le cas de la police, vous l'admettrez. Alors, Evelyne Siermarin, ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir, Emmanuel. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, on vous écoute. Allez. Écoutez, alors, moi, il y a un de vos intervenants dans le sens duquel je vais tout de suite abonder, et je trouve qu'on oublie un peu trop facilement le passé de nos hommes politiques à partir du moment où on leur donne un nouveau titre. Effectivement, Gérald Darmanin a menti outrageusement dans l'affaire du Stade de France, et cet énorme mensonge que tout le monde a vu, entendu, devrait le disqualifier théoriquement pour être ministre. Mais je pense que pour M. Bayrou, comme pour ceux qui l'entourent, un mensonge, finalement, c'est pas quelque chose de très très grave. Il est clair que M. Darmanin, oui, comme le disait votre interlocutrice il y a une seconde, qui peut être contre le nettoyage des prisons? Je comprends pas très très bien ce que ça veut dire, le nettoyage des prisons. C'est aller chercher les téléphones portables, qu'il n'y ait plus de drogue qui circule, etc. C'est ça, parce qu'il y en a qui gèrent leur business mafieux depuis leur cellule. Ah oui. Alors, je vois ça. Alors ça, ça m'étonne pas d'ailleurs, parce que Darmanin était un proche de Sarkozy, donc ça c'est la recette Sarkozy. Sarkozy, il voulait nettoyer les banlieues, lui il veut nettoyer les prisons, ce qui est un peu moins risqué quand même à mon avis. Et non, pas certain. Non, c'est pas sûr du tout. Le but est le même, c'est de renforcer son image d'homme ferme, d'homme
sûr pour être un éventuel candidat à la présidentielle. Alors, il y a François Pupponi qui voulait réagir aussi. Juste, moi, je voudrais bien avoir l'avis de notre invité sur la première proposition du garde des Sceaux, de ces fameuses prisons courte peine. Courte peine, j'allais dire low cost, entre guillemets, mais c'était une manière de faire comprendre. Pour les petites peines, idée qui... Bon, alors, attention, on a du mal à construire les 15 000 places de prison, donc c'est là comme les autres. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens ? Alors, d'abord, les courtes peines, puisqu'on parlait de M. Sarkozy, vous voyez, là, il est en opposition avec lui, parce que M. Sarkozy, il a une courte peine à faire, 1 an avec bracelet. J'ai pas l'impression qu'il soit sur la même ligne idéologique, sur l'exécution rapide des courtes peines. C'est ce que j'ai compris ces derniers temps. Bon, sur les courtes peines, le problème, c'est que quand on regarde les statistiques, il y a 50% des peines qui sont des peines de 2 ans ou en dessous de 2 ans, donc qui sont finalement des courtes peines. C'est assez étonnant. La moitié des peines de prison en France sont des peines de moins de 2 ans ou de 2 ans d'emprisonnement. Et là, M. Darmanin nous dit il faut des prisons, entre guillemets, spéciales, moins dures que les prisons ordinaires avec Mirador. Il faudrait des prisons un peu où on soit plus libre. Mais dans notre système, on a déjà quelque chose qui est très bien d'exécution de la peine de prison. C'est une exécution de la peine de prison, mais qui ne soit pas dans une prison avec Mirador et murs, etc., qui s'appelle l'aménagement, l'exécution des peines avec bracelet, ou alors en semi-liberté, ou en travail d'intérêt général. Et ça, d'autres pays d'Europe le font. Si vous voulez, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ont beaucoup moins de personnes incarcérées que nous en France. On est les champions, nous, de l'incarcération. Donc il y a d'autres solutions. Il faudrait que M. Darmanin regarde. En Espagne, ils sont incarcérés. En Espagne, ils sont incarcérés. Il n'y a pas de barreau aux fenêtres. Oui, mais il y a beaucoup moins de gens incarcérés qu'en France. C'est ça que je veux dire, vous voyez. Nous, on a énormément, on a 80 000 personnes incarcérées pour 60 000 places. Les Anglais, ils ont vidé, pas vidé les prisons, n'exagérons pas, mais là, en septembre, des milliers de personnes sont sorties, mais sous forme d'autres exécutions de peine, à savoir, par exemple, le bracelet électronique. Finalement, est-ce que c'est pas mieux de faire la peine chez soi avec un gros contrôle, plutôt que, et si jamais on ne respecte pas, eh bien on retourne en prison, plutôt que de construire encore des prisons spéciales. De toute façon, les 17 000 places de prison, c'était M. Migaud, le président garde des Sceaux, qui l'a dit, elles seront construites à 42% en 2027 et non pas à 100% comme c'était prévu. On a vraiment un problème. Ouais, mais faudrait-il encore avoir tous les effectifs pour surveiller tous ces gens. Merci. Surtout les surveillants. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Evelyne Cyr-Marin, d'avoir été avec nous, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le jeu que vous attendez, le qui c'est qui l'a dit. Et de compétition aujourd'hui, de haute compétition. Particulièrement drôle. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec autour de cette table Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, François Pupponi, ancien député, ancien maire de Sarcelles, Philippe Bilger, nouvel entrant dans la victoire du qui c'est qui l'a dit. Absolument, et permanent contestataire d'emblée. Et ben voilà. Parce que François Pupponi a eu la chance de pouvoir lire le programme tout à l'heure. Mais non. Non, les questions. Et donc il y a des. Oui, mais vous avez vu l'invité ce matin. Mais pas du tout. Il n'y a pas de feuille. Il n'y a pas de question sur l'invité de ce matin. J'ai vu ces magistrats comme ils sont suspicieux. Mais il n'y a pas une feuille affichée sur le plateau. De toute façon, il n'y a pas de changement. Philippe Bilger a toujours les questions à l'avance. Allez, on y va. On perd du temps. Allez, tout de suite. Emmanuel. Oui. Il faut lancer le jingle. Allez-y. Bon, alors, go, jingle. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, ce n'est pas des questions d'aujourd'hui, c'est les best-of, on va dire ça comme ça, des prix de l'humour politique, Cécile. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Les stations-service sont le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Emmanuel. Alors, Darmanin. Roussel. Bonne réponse de Philippe Bilger. Fabien Roussel, effectivement. Qui c'est qui l'a dit? Oui, absolument. Il n'y a que du 3 points aujourd'hui. Il n'y a que du 3. Qui c'est qui l'a dit? Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Emmanuel. Il a failli, il aurait pu être président. Langauchat.
Fillon. Bonne réponse de Philippe Bilger. Bien sûr. Ouais. Mais Fillon, lui, il est très bien avec Poutine, donc ça m'étonne pas. Ouais. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. J'ai quand même quelques contre-exemples. Emmanuel. C'est pas Édouard Philippe. Bonne réponse, Philippe Bilger, contrôle antidopage. On appelle ça une tôle, pour l'instant. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Il est redoutable. À 3 points. Si vous avez compris le nouveau Front populaire, c'est qu'on vous a mal expliqué. Allez, on vous donne un indice. L'Allier. L'Allier. Le département de l'Allier. Sénateur Horizon de l'Allier. Bah non, je sais pas. Maluret. Bonne réponse, il a été un poil plus rapide que vous. Claude Maluret. Ah, c'est Maluret. Ouais. C'est ça. D'accord. Ça, c'est ma préférée. Allez-y, c'est à vous. Allez-y. Ah non, c'est moi qui ai fait le nouveau Front populaire, donc c'est vous qui faites celle-là, c'est votre préféré en plus. 3 points. Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Alors, c'était un ministre à l'époque de Jacques Chirac. Ça date un peu, mais c'est très drôle. Ouais. Guénaud? Non. Ça pourrait être pas quoi, ça? Non, c'était pas Santini. Non. Son prénom est François. Ouais. Comme vous, François Pupponi. Oui, donc j'ai pas vu. Allez. Corse d'origine? Non. Allez, François Goulard, ancien ministre. Breton. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Alors ça, c'est une citation très drôle. En 1974, les Français voulaient un jeune, ils ont eu Giscard. En 1995, ils voudront un vieux, ils auront Giscard. Emmanuel, c'est un ancien ministre et président de l'Assemblée nationale. Ça peut pas être Gaston Defferre, ça peut pas être... Non. Séguin. Bonne réponse de François Pupponi. Philippe Séguin. Allez, oui, il en avait de bonnes. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler. Alors, c'est un ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Et ancien candidat à la présidentielle. Ça peut être Fillon. Non. Chabon. Non. Avec un gloître. Non. Avec un goitre, c'est pas la nuit. Bonne réponse, Raymond Barre. Bonne réponse de François Pupponi. Allez, à moi ou à vous? Ah non, c'est à moi. Allez. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Désolé, je ris en la lisant. Même quand je ne dis rien, cela fait du bruit. C'est une femme qui fut candidate à la présidentielle. Facile. Marine Le Pen? Non, Emmanuel. Ségolène Royal. Bonne réponse de François. Il fait le trou, là. Non, c'est pas encore rattrapé. Tu me bats de 3 points pour l'instant. J'ai le décompte. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime amincissant. Ah, ben oui. C'est le président du... président du Sénat? Non. J'aurais dit l'Arcée. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Bonne réponse, il a été plus rapide. Égalisation dans les temps. Allez. Égalisation dans le temps réglementaire. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? J'ai été longtemps un jeune conformiste et sans doute formiste était-il de trop. Emmanuel. On parle beaucoup de lui en ce moment. Ah oui, des numéro 1 de l'affiche. Attendez. Emmanuel Non, mais Sarkozy? Non, Bayrou. François Bayrou, bien sûr. C'est Bayrou? Bah oui. C'est un éclair de lucidité. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. Elle est fabuleuse. À la limite du vote. Il est très fort chez les gens qui sont à la limite mais qui vont pas voter, ce qui explique ses résultats. Candidat à la présidentielle plusieurs fois. Oui. Asselineau, non. Non. Allez-y. Un peu la même tendance. Ouais. Dupont-Aignan. Bonne réponse de Philippe Bilger. Oh là là. Allez, qui c'est qui l'a dit à 3 points, Emmanuel? J'ai dit à Éric Ciotti que j'attendais mon OQTF DLR. Retailleau? Non. C'est une femme. Une femme?
la ministre de l'Agriculture. Non, alors, il a dit la ministre de la Culture et vous allez dire à l'agriculture. Je ne vais. Alors c'est Philippe Bilger qui a gagné. C'est Philippe. Allez, une petite dernière. Qui c'est qui l'a dit 3 points? J'ai refusé d'être candidat car j'avais peur d'être au second tour. C'est un ancien ministre, Emmanuel. Il est parti avec perte et fracas. Ah oui, il est même allé à la terre de feu. Voilà. Ouais. C'est un ancien... Vous voyez, Hulot. Nicolas Hulot, bonne réponse d'Emmanuel. Allez, on en est où? Enfin. Eh bien écoutez, 3 x 6, 18 points pour Philippe Bilger, 15 points pour François Pupponi, 3 points pour Emmanuel et Joseph Touvenel. Moi j'ai une réclamation parce qu'il me semble que la première formule c'est pas Rousseau, c'est Audiard. Non, il a peut-être repris Audiard. Il a repris. Mon cher Joseph, ne discutez pas l'incontestable. Il a repris Audiard. Allez, merci beaucoup Emmanuel d'avoir joué avec nous. Merci Emmanuel. Pour moi. À très bientôt. On vous fait des gros bisous. Passez de belles fêtes en tout cas et de fin d'année. Et on se retrouve dans un instant avec le journal, avec la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, ce sera un coup de cœur. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à des hommes d'exception. Allez, on en parle dans un instant. Oui, il va parler de nous. À tout de suite. Et autour de cette table, Philippe Bilger, François Pupponi, Joseph Touvenel et vous au 0826 300 300 avec Philippe David dans un instant. Le coup de gueule. Ce sera un coup de cœur, ce sera un hommage à des hommes qui ont été exceptionnels il y a 30 ans et 55 minutes exactement. En attendant, ce numéro 0826 300 300, vous laissez des messages, on les écoute. Nicole du Lot-et-Garonne, à la constitution du gouvernement, je me suis dit, tiens, on aura moins de frais de fonctionnement des ministres, moins de retraites à payer plus tard, car on reprend les mêmes. Donc les frais seront diminués, on a moins de nouveaux ministres. Allez, joyeuses fêtes à tous. Oui. Alors c'est vrai, un peu moins de ministres. Pas beaucoup, à 6 ministres près. Oui, mais c'est déjà un effort, on va dire ça. Sur 40, ça fait 15%. Oui, mais 3 ministres d'État. Oui. Ce qui veut strictement rien dire, mais ça fait toujours plaisir quand on a 4 ministres d'État. 4. Mais c'est très important. Il y a un élément que personne ne voit, mais qui me remonte un peu des gens dans les cabinets. C'est qu'en fait, ils changent les intitulés des ministères. Ouais. Absolument. Et donc, ce qui veut dire que depuis 1 an, on met à la poubelle toutes les lettres en tête, parce que les plaques en cuivre sur les ministères, etc. Parce qu'il faut remettre à niveau le même nom, au lieu de garder les mêmes noms de ministères. Pour essayer, on jette tout parce que c'est d'abord les ministres, ils jettent leur carte de visite, ils jettent et tout le cabinet également, et les administrations aussi, parce que le nom du ministère a changé. Et je regrette qu'on ait par exemple supprimé sécurité au quotidien. D'Aragon qui était très bien d'ailleurs. Et Castille. Enfin, je l'ai déjà faite donc. Oui, en tout cas merci. Et la seule qui avait ri, c'était Cécile. Oui, c'est vrai. C'est la plus polie ici, Philippe. Non, j'aurais le cœur. Non, mais si vous ne comprenez pas les blagues, Joseph Touvenel, non, à un moment donné, il faut, vous n'êtes pas dans le truc. Je voulais savoir par qui tu avais les réponses à l'avance. Ça y est, j'ai compris, c'est avec Cécile que tu avais... Là, c'est exceptionnel. C'est une légende. J'ai eu très peur à un moment donné que François me batte. Je ne pouvais pas faire ça avant le... Et même si vous pouvez, les coulisses, quand notre Majid de l'équipe est là, quand on fait les questions, je dis ferme la porte pour pas que Philippe n'entende. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Majid, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit oui, absolument, c'est vrai. On ne trie jamais. J'aimerais bien avoir le numéro de téléphone de Majid. 06, pardon. Faut qu'on se parle. Allez, en tout cas, on va vous offrir du bonheur aujourd'hui, puisque c'est le Grand Sapin Sud Radio de Noël, même si c'est passé. Bon, continuons à offrir des cadeaux, et ça, c'est bien. Avec Léa, qui est avec nous de Villeneuve-les-Avignon. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Cécile et Philippe, les prévois. Comment ça va? Est-ce que vous avez été bien sage, Léa? Très, très sage. Ah, bah, est-ce que le Père Noël a été généreux? Très généreux. Eh ben voilà. Ça a été l'apothéose du cadeau. Bah, s'il a été très généreux, on va le donner à quelqu'un d'autre, non? Non, alors j'ai pas été sage. Écoutez, Léa, ce qu'on vous propose. Ah
vous allez être très contente. À votre place, je le serai. Votre coffret de la marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Crème nouvelle jeunesse, du gommage, des masques, des neufs, nouvelle jeunesse, tout ça en tout cas. Et puis aussi, puisque ça n'est pas fini, votre carte cadeau d'un montant de 50 € chez Etam. Trop bien. Trop cool, comme dirait ma nièce. Trop sympa. Tout est trop, voilà. Ouais. C'est trop beau, trop sympa, trop cool. Léa, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis thérapeute holistique. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc, ça veut tout rien dire, mais je suis énergéticienne, naturopathe et esthéticienne. Ah, magnifique. Dis donc. Oh là là. Ça vient d'intriguer. Elle n'a pas 3 cadeaux. Il y a Philippe Bilger il a entendu esthéticienne, tout de suite il s'est relevé. Tout de suite. Oh, dis donc. Naturopathe, j'aime bien. Ouais, on aime bien, voilà. Et ben peut-être que vous avez trouvé un nouveau client, Léa. Léa, oui, vous nous écoutez depuis longtemps? Très longtemps, et j'adore vos débats, vos émissions. Je me régale à écouter Sud Radio. Vraiment, merci à vous. Eh ben, vous êtes un amour, on vous fait de gros bisous. Et on vous retrouve bientôt. Restez avec nous dans un instant, Philippe David. Et c'est un hommage. Un hommage à des hommes d'exception. Dans 10 secondes, ça fera 30 ans qu'il faisait une des plus belles actions de l'histoire des forces spéciales. À tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis d'être avec vous jusqu'à 19h avec Philippe David dans un instant. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi, Joseph Touvenel et vous au 0826 300 300. N'hésitez pas. Si vous voulez bien entendu débattre avec eux jusqu'à 19h, vous êtes les bienvenus. Tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies Voix Sud Radio. Exceptionnellement, je ne vais pas pousser un coup de gueule aujourd'hui, mais un coup de cœur pour rendre hommage à des hommes qui, il y a 30 ans, 1 heure et 1 minute, l'opération ayant eu lieu à 17h12, ont par leur action aussi magnifique qu'héroïque sur le tarmac de l'aéroport de Marseille-Marignane, libéré les 229 otages de l'Airbus A300 d'Air France. En effet, comment ne pas rendre hommage à ces hommes du GIGN qui, au péril de leur vie, et alors que les terroristes islamistes du GIA avaient suffisamment d'explosifs pour faire exploser l'avion et tuer du même coup les otages et les gendarmes, ne pas être admiratif de la manière dont cette opération a été menée par le chef d'escadron Denis Favier et ses hommes. Une opération dans laquelle il n'y aura que 9 blessés parmi les otages, tandis que les 4 terroristes fanatisés seront abattus. Bref, une réussite totale. Une opération qui aura créé l'admiration du monde entier, puisque diffusée en direct à la télévision. Personne n'a oublié le commando du GIGN ouvrant la portière avant droite de l'avion avec difficulté, la passerelle s'éloignant de l'appareil et les hommes entrant armes au poing. Personne n'a oublié le copilote se jetant de la cabine de pilotage et se brisant le fémur et le bras dans sa chute. Personne n'a oublié les toboggans déployés peu après l'entrée des gendarmes et les otages partant en courant après avoir atteint le tarmac. Une opération applaudie par les groupes d'intervention du monde entier, y compris les fameux SAS britanniques qui ne sont pas les plus prolixes en compliments. En cette période de Noël, on aura aussi une pensée pour les familles des 3 otages assassinés dans l'avion à Alger. Un officier de police algérien repéré par les terroristes, Bui Diangto, un conseiller commercial à l'ambassade du Vietnam, et Yannick Beugnet, 28 ans, cuisinier à l'ambassade de France. Alors 30 ans après, bravo à ces hommes, on serait tenté de dire à ces surhommes, qui souvent vous diront qu'ils ne sont pas des héros, alors qu'ils en ont l'étoffe et même plus. Bravo et merci. Et j'en profite pour dire un petit mot sur Jean-François Brice, que j'adore, ma passion, et qui était dans la colonne. Allez. Ah oui. Et qu'on salue. La fin de votre intervention est très intéressante, Philippe, parce que c'est un point important. Lorsqu'on discute avec ces gens-là, et je l'ai fait assez souvent, ils ont tendance à dire, lorsqu'on les admire, mais non, on a fait que notre devoir, notre métier. Pour eux, c'est presque une quotidienneté normale. Et on en oublie alors, devant leur modestie, à quel point ce sont des êtres extraordinaires, et pas seulement dans des périodes de crise et de violence. François, moi j'ai eu comme collègue Jean-Michel Fauvert qui était le patron du RAID, qui était intervenu pour l'hypercachère. Et qui est vraie voix, comme vous d'ailleurs. Et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et j'aimais le questionner pour essayer de comprendre. Et c'est vrai que la grande difficulté pour lui, c'était de choisir ce qu'ils appelaient le premier. Enfin, celui qui rentre. Celui qui rentre dans l'hypercachère. Et c'est lui qui va prendre toutes les rafales. Voilà. Il est envoyé pour ça. Il y a les boucliers, il y a tout, mais voilà. Donc c'est effectivement des gens exceptionnels, mais qui d'une grande discrétion et qui sont des vrais professionnels. Joseph Touvenel. Alors, ce sont ceux qu'on a vus. Mais c'est toute une équipe. Oui. D'ailleurs, quand on les interroge, ils le disent toujours. C'est toute une équipe. D'abord, c'est toute une équipe à l'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement. C'est effectivement beaucoup de courage. Parce que
y aller face à des terroristes, surtout qu'un avion, c'est un tube. Hein. Oui. Donc je rentre dans un tube. Pour peu qu'ils appuient sur un bouton, tout explose. Et donc on y va. Et derrière, c'est aussi des négociateurs. C'est aussi, par exemple, il y en avait un qui observait et qui avait vu qu'un des pirates s'était déguisé en steward. Vous voyez la difficulté pour pas abattre un otage et pas abattre un vrai steward. On peut être admiratif. Et c'est l'occasion de dire qu'en France, on a des gens exceptionnels. Et quelquefois, on dit notre pays, c'est pas bien, etc. Et bien là, ça a fait l'admiration du monde entier. Et c'est peut-être ce qu'il faut présenter à notre jeunesse quand elle est un peu déboussolée. Ce sont des gens qui sont capables de faire en disant, mais toi aussi, tu dois pouvoir le faire. Si ce n'est ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça nous élève et ça nous donne la fierté de notre pays, de ce qu'on est capable de faire. Merci au GIGN et merci à l'ensemble des forces spéciales qui veillent en permanence sur notre sécurité. Et si je me souviens bien dans l'histoire, c'est que Favier, en tout cas le patron du GIGN, a envoyé l'assaut contre l'avis du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc c'est quand même une décision ils ont eu des blessés, importante. ils ont eu un blessé grave. Au GIGN. C'est Pasqua, non? C'est Pasqua qui est plus intéressant. Enfin, j'ai un doute. Enfin, peut-être. Si, parce qu'on leur disait non, n'y allez pas. Ouais. Ils ont pris la décision d'y aller quand même. Maintenant, ça n'arrivera plus. Ah bah oui. Je pense qu'ils ont tiré parce que le reste. Ils attendaient le coup de fil en fait. Ils attendaient le coup de fil. Ils ne l'ont pas lu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les autorités politiques qui donnent le feu vert. Parce qu'ils ont tiré, les terroristes ont tiré à la mitraillette ou à la calache sur la tour de contrôle de l'aéroport de Marignane. Ce qui est terrible, c'est celui qui se blesse. Oui. Quand on voit qui rentre en premier, mais l'escalier recule et lui. Vous savez pourquoi? Parce que leur entraînement, c'était sur des avions statiques. Et là, la réalité, c'était un avion qui n'était pas statique, c'était un avion et donc qui avait une pression. Et quand il s'était entraîné, il n'y avait pas cette pression de l'avion qui est l'avion qui peut décoller, qui peut repartir, qui peut arriver. Et ils ont été surpris. Du coup, ils en ont tiré un certain nombre d'enseignements en espérant qu'ils n'ont pas à s'en servir prochainement. Mais évidemment. En tout cas, merci pour cet hommage, Philippe. Et puis, avec nous, Magid. Ça va, Magid? Ça va, Magid? Il y a une info qui vient de tomber et qui, généralement, arrive le lendemain de Noël. Ce sont les cadeaux. Que faire de ces cadeaux? Et oui, Cécile, je ne sais pas ce qu'on vous a offert à Noël, mais j'espère que ça vous a plu, car ce n'est pas le cas de tout le monde. Une petite pensée à l'auditeur d'hier qui a reçu une hache. Ouais. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il en a fait, mais on l'embrasse. J'espère qu'il n'ira pas dans le métro. J'espère aussi. Non, plus sérieusement, comme chaque année, au lendemain de Noël, c'est le grand rush sur les plateformes de revente. Et cette fois, c'est eBay qui enregistre un record. Tenez-vous bien, ce matin, on comptait déjà 340 000 annonces mises en ligne, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Et ce n'est que le début. Le site prévoit d'atteindre jusqu'à 3 millions d'ici début janvier. Et ça concerne quel type de cadeaux pour l'instant? Ah là, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se revend le plus? Sans surprise, les objets tech ont la cote. En tête de liste, on trouve les enceintes connectées, les robots aspirateurs et même les trackers de fitness. Parfait pour les bonnes résolutions de 2025, hein, Philippe? Oui, merci. Franchement, vous imaginez, on n'a pas fini, mais vous imaginez, vous offrez des cadeaux à des gens, vous les choisissez, ils les revendent sur eBay. Limite, quoi. Moi, c'est surréaliste. Moi, je me vois offrir un robot aspirateur à mon épouse. Je sais pas si elle le revendra, mais comme cadeau de Noël, ça passera limite. C'est pas très chic non plus. Il y a un chiffre qui confirme cette tendance aussi. En effet, un baromètre Kantar réalisé pour eBay indique que 44% des Français ont déjà revendu un cadeau, soit 2 fois plus qu'en 2018. Ça prouve que les Français n'ont plus de tabou à revendre leurs cadeaux. Alors, pour terminer, si vous avez reçu un cadeau de Noël qui ne nous emballe pas, eBay est là pour vous. Et si vous avez reçu une hache comme notre auditeur d'hier, là aussi, vous pouvez éventuellement penser à le revendre. Voilà, c'est ça. Coupé en deux. Franchement, je suis impressionné, ma chère Cécile. Voilà un jeune homme qui, en général, est contraint de rire aux plaisanteries foireuses de Philippe David, qui est remarquable. Dans la première fois que je vous entends, Majid, bravo. Merci beaucoup. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Majid était notre alternant depuis 6 mois. Là, il finit. Donc, on lui a dit, cette semaine, tu vas passer à l'antenne et tu vas apprendre à passer à l'antenne. Donc, moi, j'ai envie de dire bravo. Merci. C'est un honneur. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Ça n'est pas fini parce que tu seras encore là demain. Et la gentillesse de Philippe à son égard prouve bien que c'est lui qui lui donnait les réponses aux questions. Alors, vous auriez pu ajouter et la méchanceté à mon égard. Vous voyez toujours très juste. François Pupponi, maintenant que vous le dites. C'est quoi le nom du futur En tout cas, ça me dédouane, parce qu'à chaque fois on me dit c'est moi. Donc, allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Alors, on parle d'une très belle biographie d'Alain Delon. Avec Joseph Touvenel. On a parlé un peu d'actualité. Moi, je suis un peu stupéfait quand on voit une école qui est saccagée, mais
Quelle réponse on peut donner à cela? Avec François Pupponi? Moi, on commence à reparler avec ce nouveau gouvernement de prévention. Ah, très bien. Merci beaucoup, Majid. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 19h. David, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 2 ans et demi. Et là, c'est notre dernière émission de l'année, l'an de grâce 2024. Oh là là, quelle bonne nouvelle. Je vais pouvoir être 2-3 jours sans vous, c'est ça? Ah non, 10. 10? Oh mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bien meilleure nouvelle. C'est bien. Alors, ça a commencé avec mes blagues foireuses. Elle est contente de ne pas me voir pour 10 jours. Vous n'avez pas des propos peu aimables, François Pupponi, Joseph Touvenel à mon endroit? Non. Je les non. trouve très durs. Merci François. Je sais pas ce qu'ils ont là, mais... on se permettrait pas, mais quand tu seras plus là, oui. Il y aurait une coalition contre moi. Dites donc, c'est quoi ce truc? Il y en a un qui boude, c'est Philippe Bilger. Moi, je trouve scandaleux que ce duo prennent des vacances sans arrêt. Mais c'est le problème de la France, monsieur. Il y a un 1er novembre, les animateurs radio ne travaillent pas assez. Philippe, vous étiez où ces 3 derniers jours? Exceptionnellement. Pardon. Merci Maxime. Excusez-nous. Non, je crois que nous sommes ceux qui partent le moins en vacances. Je tiens à le signaler. Mais ça va peut-être changer l'année prochaine. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. C'est con. compris. Le tour de table. De l'actualité. C'est complètement con, mais ça nous fait rire. C'est à mon niveau, c'est une blague foireuse, comme dirait Philippe. C'est ma blague préférée. Très bonne, je la comprends. Mais moi aussi. Philippe Bilger, cette biographie sur Alain Delon. Vraiment une biographie, un livre de 600-700 pages, écrit par Philippe Durand, avec un T, sur Alain Delon, un destin français. Alors évidemment, je ne veux pas être trop long, ma chère Cécile et mon cher Philippe, mais vous pouvez. C'est vraiment une biographie très remarquable. On se rend compte tout de même de l'injustice profonde de la nature humaine. Voilà un être qui, tout au long de sa vie, a été, je dirais, amplifié par son extraordinaire beauté. Je ne parle pas de ce qui pourrait nous faire les uns et les autres, c'est-à-dire que, à part Philippe David, nous sommes obligés, nous médiocres, de faire des efforts pour séduire, mais lui, il arrive quelque part immédiatement. C'est hallucinant quand on lit le livre. Mais plus sérieusement, elle lui a permis de commencer une carrière cinématographique exceptionnelle, mais surtout, alors qu'elle aurait pu lui nuire, en définitive, en le condamnant à des rôles faciles, confortables, à des attitudes, au fond, de facilité absolue, elle ne l'a pas empêché de devenir un professionnel au fil des années, d'une rectitude, voire d'une rigidité, et parfois d'un caractère tellement perfectionniste qu'il pouvait déplaire à beaucoup de ceux qui l'entouraient, en ayant en même temps des valeurs d'amitié et de fidélité. Vraiment, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours beaucoup aimé Alain Delon. François Pupponi, fan d'Alain Delon, vous aussi? Oui, d'abord c'est un très, très bon acteur. Moi, j'ai aimé... après, c'est vrai que d'une beauté, sur un certain nombre de films, c'est indécent à la parfois. Piscine par exemple, c'est à tomber par terre. C'est sûr. Et les deux, Romy Schneider et Delon. Les deux. Après, voilà. Et puis qu'avait une sensibilité. On connaît tous les différents couples qu'il a eu, les difficultés qu'il a eu, quelqu'un de dur et quelqu'un de torturé aussi, parce que il avait une personnalité qui était complexe. Et on voit aussi sur la fin de sa vie comment tout ça a pu évoluer avec ses enfants. Non, c'est quelqu'un d'hors norme. Fan de Delon? Oui, surtout que moi j'ai toujours beaucoup de sympathie pour ceux qui ont fait la guerre d'Indochine, ce qui était le cas de Delon, ce qui montre à la fois, d'abord, il a eu une enfance difficile, mais il a su passer par-dessus. En Indochine, il a fait des choses qui sont un peu... Ça lui a donné sans doute de la stature, parce que la beauté, on peut rester un objet beau, et puis il n'y a rien dedans. Et ça lui a donné
cette vie, il y avait une âme. C'est pour ça que il a pu jouer des rôles, alors à la fois des rôles d'action, moi j'aimais bien. Quand les intellos nous disaient que c'était pas bien, moi j'allais voir Delon. Flick Story, comme par j'allais exemple, voir, où joue le commissaire Roger Borniche. Mais quand il fait Monsieur Klein, c'est Fabuleux. aussi voilà extraordinaire. Donc c'était un de nos très bons acteurs. Qu'est-ce que vous avez appris, Philippe Bilger, que vous pourriez nous raconter? Franchement, j'avais l'impression de tout connaître de lui, mais notamment la manière dont à un certain moment il a compris que, comme l'a très bien dit Joseph, il ne pouvait pas demeurer un bel objet sexuel qui plaisait, et c'était une particularité, François, aux hommes comme aux femmes. D'où l'explication aussi de sa trajectoire. Mais à un moment donné, il a compris qu'il devait sortir de ses rôles habituels où on le faisait jouer pour son apparence et pour son esthétique, alors qu'on savait que c'était un grand acteur. Ça a été l'arrivée de Visconti et puis après de Melville, qui ont été des maîtres et presque des pères pour lui. C'est très important. Je l'ai croisé quelques fois par hasard, parce qu'il fréquentait un restaurant qui s'appelait le Streza, qui est bien connu. Et c'est vrai que ce genre de personnage, lorsqu'il rentre... Son bureau était au-dessus. Quand il rentre dans une salle... Immédiatement. Tout le monde se retourne. Oui, tout le monde se retourne, tout le monde se tait. Et voilà, il y a une espèce d'aura qui rentre, et quelqu'un au demeurant fort sympathique. Enfin, quand ramenait pas, il se mettait dans son coin, il mangeait... Vous avez pas ça, vous? Moi j'ai ça aussi quand j'entre... Quand je rentre chez moi, tout le monde se tait, en même temps il n'y a personne. Non, je ne lui ai jamais parlé, non. Tu lui as pas parlé. Moi j'avais voulu faire un entretien avec lui, il m'a répondu au bout de 15 jours, mais il fallait passer par le secrétaire, tout ça. C'était très pénible, vous l'avez bien mais connu, je le regrette vraiment. Cécile, vous l'avez bien connu. Être remarquable. Ah bah, lorsque vous dites que quand on rentre dans un restaurant, c'est terrible, parce que moi j'ai eu cette chance, et effectivement le restaurant s'arrête en fait. C'est terrible, et en fait on est presque obligé de chuchoter pour pas que les gens écoutent. Enfin, c'est vrai que c'est assez surréaliste. Après lui il était beaucoup plus âgé à l'époque, mais c'est vrai que c'était une personnalité enthousiasmante. Il en a bavé avec l'affaire Markovic, parce que... Et ça montre sa fidélité en amitié. Oui, après le dessous de l'affaire, mais il avait une véritable fidélité en amitié. Il continue à voir les gens. Joseph Touvenel, vous avez la parole. École saccagée, policiers attaqués au mortier. Quelle solution en fait? Oui, alors évidemment, il faut de la fermeté, il faut des sanctions. Quand les coupables sont pris, des sanctions rapides, surtout quand il s'agit vraisemblablement de gamins, quand on saccage une école. Mais dans le même temps, toute la solution n'est pas là. Mais je dis bien, d'abord, fermeté et sanction. C'est aussi la reconnaissance qu'une fois qu'ils ont fait la sanction, il faut faire autre chose. Et toute l'inquiétude pour moi sur cette jeunesse qui est perdue, ou un peu perdue, c'est qu'on ne leur offre rien. C'est-à-dire que quels sont les grands projets qu'on leur offre? En fait, s'ils font des bêtises, des grosses bêtises, il y a aussi du désœuvrement, parce qu'on n'offre rien, si ce n'est aller passer un dimanche dans un centre commercial. Qu'est-ce qu'on offre d'enthousiasmant? L'exemple du GIGN est là pour dire il faut qu'on leur offre quelque chose qui les élève, quelque chose de difficile. J'ai eu la chance d'encadrer des gamins à Marseille dans les années 80. Ce qu'on a fait, on ne peut plus le faire aujourd'hui à cause de la réglementation. On a pris des gamins de bons quartiers et de mauvais quartiers. On a mélangé ça avec une troupe scout et on a descendu les gorges du Tarn en radeau. Les gamins ont passé leur année à penser leur radeau, il fallait qu'il soit démontable, qu'on puisse l'amener en estafette dans les gorges du Tarn. Ça a été une aventure fantastique. Ils en ont un souvenir extraordinaire. On aurait pu avoir un accident, on avait veillé à prendre des conditions de sécurité normales, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, la réglementation nous interdit de pouvoir proposer à ces gamins cette aventure. Et pourtant, il y en a certains, il y en a au moins 2. C'est ce qui les a sortis de leur banlieue un peu difficile, parce qu'ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé des copains, ils se sont mis à faire de la voile, etc. Et que propose-t-on à ces gamins? Après la sanction, je dis bien, parce que ceux qui nous disent on oublie, non. La première des choses, leur reconnaître leur responsabilité, évidemment en fonction de leur âge. Vous m'avez rappelé un parcours avant de donner la parole aux vraies voix, c'est celui qu'on appelle Marius, l'ancien chef de formation des commandos marines, qui était de Marseille, qui avait eu des problèmes avec la justice. Un policier, pour pas qu'il aille en prison, lui dit tu fais des conneries, devance l'engagement. Il part au service militaire dans la marine et il devient commando marine. Il dit quand je finis le stack,
le stage commando. Je suis premier et c'est la première fois de ma vie que je suis premier et il est devenu vraiment le chef des commandos marines. Il est formateur, c'est lui qui forme les gars. Philippe Bilger. C'est drôle, Joseph, vous connaissant, je craignais que ça devint le radeau de la Méduse. Mais... ça aurait pu. Je suis un peu pour une fois en désaccord avec Joseph, là, parce que dans ces quartiers, le fait est qu'on leur a globalement tout apporté. Du sport, de la culture, de l'éducation, de la tout. Mais ce qu'on n'a jamais réussi à décoder, c'est la haine de la France qu'ils ont. La haine de la Bien France. dans le micro. Et ce qu'ils ont, et ce qu'on n'a jamais, moi ce que j'ai jamais réussi à décoder, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on doit payer à vie, qu'on leur est redevable. Et moi je leur disais, il y a 2 mots que vous connaissez pas, c'est merci, excusez-moi. Voilà. Et donc c'était, on leur rend, et tout le temps, vous faites rien pour nous. On leur dit, mais attendez, mais regardez, le quartier est neuf, l'école est neuve, vous avez une maison de quartier, on vous amène en vacances, on vous amène en séjour, au ski, partout, et ça n'allait jamais. Donc, le problème, c'est que c'est leur apporter des choses et leur faire prendre conscience de qui leur apporte et pourquoi. Et ça, attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous on n'y arrive pas. Et j'ai vu arriver les réseaux proches de l'islam radical qui, avec leur dialectique, leur discours, ont été capables de les récupérer. Pour certains, les amener faire le djihad contre la France. Donc on a cette incapacité, quand je dis on, c'est la République, à expliquer que tout ce qu'on fait pour cette jeunesse, ça a un sens. Eux ne le prennent pas comme tel. Donc on a une part de responsabilité, mais dire qu'on n'a rien fait, on ne peut plus le dire. Non, j'ai pas dit qu'on n'avait rien fait. Nous sommes entièrement d'accord. Et l'exemple que je prenais, c'était pas on leur donnait des trucs pour épauliner les cages d'escalier ou on leur mettait une salle de sport. Les gars, on vous offre une aventure. Ouais. Mais alors, vous y participez activement et vous faites l'effort. Construire le radeau. Obligation d'apprendre à nager. Beaucoup ne savent pas nager. Bien sûr. Oui. Obligation. Donc, ceux qui ont refusé de venir pour apprendre à nager, tant pis pour vous, les gars. Mais voilà, on leur a offert le sens. Et puis, c'était dans le cadre du scoutisme. Et ce qui contrebalance les frères musulmans, beaucoup étaient des croyants et des catholiques, et ça les gênait pas. Ceux qui ne l'étaient pas. Et au contraire, ils reconnaissaient qu'il y avait quelque chose peut-être de plus élevé, etc. Et par contre, juste pour compléter, vraiment dire les choses, aujourd'hui, je le dis sincèrement, il vaut mieux grandir et vivre en banlieue. On a accès à beaucoup de services publics et à beaucoup de structures sportives que dans les zones rurales où il n'y a plus rien. Où il n'y a plus rien. Enfin, les jeunes enfants des zones rurales, ils vont pas au théâtre, ils vont pas au cinéma, il y a pratiquement pas d'équipement sportif, il y a pas d'équipement culturel, et ils se débrouillent comme ils peuvent avec une misère sociale autour. Voilà, et donc, et ça, il faut qu'on y fasse attention parce que cette fracture-là, elle est très forte. François Pupponi, pendant que vous êtes là, prévention. Moi, j'ai été très content. J'étais sur un plateau avec Juliette Maëdel, qui est la nouvelle ministre, secrétaire d'État, ministre déléguée à la ville, pardon, et qui a enfin employé le mot de prévention. Parce que c'est vrai que depuis 7 ans, et pour des raisons qu'on peut comprendre, depuis l'avènement de Macron, on parle beaucoup de répression, de sanctions. Bon. Et le mot prévention a disparu. Et moi, je dis, un pays qui n'est pas capable de dire qu'il va tout faire pour que des adolescents ne deviennent pas des délinquants, c'est un pays qui faute vis-à-vis de sa jeunesse. Là, on a visiblement, avec le ministère de François Rebsamen, que je connais bien, et qui est un excellent maire de Dijon, et qui a une vision sécuritaire. Il faisait partie de ces socialistes avec moi, ou Manuel Valls, qui avait une vision sécuritaire. On n'oubliait jamais aussi la prévention pour empêcher qu'un jeune ne devienne un délinquant. Voilà. Ça, c'était notre obsession. Une fois qu'il est devenu délinquant, il faut le sanctionner. Mais avant, il faut tout faire pour l'empêcher. Donc que le mot prévention redevienne un peu à la mode, sans l'opposer à la sécurité, ça me paraît une bonne chose. Joseph, on est d'accord, parce que c'est exactement ça. Ce que je décrivais, c'est de la prévention. Ils n'étaient pas encore délinquants, ils étaient dans un milieu. Et on les encadrait. Le sens de l'effort, il y en a qui vont le refuser. Mais il y en a qui l'acceptent, et en fait qui en sont heureux, parce que déjà, on leur dit pas, tu es incapable de, tu es un raté, tu y arriveras jamais. Mais il faut qu'ils fassent l'effort. Et l'effort, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Avec l'extrême difficulté, François, que la prévention, c'est une affaire à long terme, alors que la répression, c'est de l'immédiateté. Oui, mais sauf que la prévention, aujourd'hui, moi je le vois, hein, tout ce qui était la politique éducative hors temps scolaire, comme on l'appelait à l'époque, hors temps scolaire, c'est-à-dire après 16h30, on prenait en charge les gamins pour du soutien scolaire, du sport, de la culture, etc., a reculé dans un certain nombre de municipalités pour plein de raisons, et qui aujourd'hui propose du soutien scolaire, les frères musulmans et les mosquées. Enfin, c'est une réalité. Mais pourquoi ? Parce que nous, on s'est beaucoup occupé des enfants, des familles en difficulté, et les frères musulmans ont compris qu'ils s'occupaient des familles des classes moyennes. Enfin, c'est ce qui est...
dont nous, on ne s'occupait pas, parce qu'on considérait que les familles... Et là, il faisait une proposition de soutien scolaire en particulier. Et donc là, il faut qu'on s'interroge. Mais aujourd'hui, on a un temps de retard. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces sujets. Allez, dans un instant, retour en Syrie, où un accord pour dissoudre tous les groupes armés a été signé par les nouvelles autorités. Peut-on croire à la sincérité des nouvelles autorités syriennes dans cet engagement? Alors, parlons vrai. Êtes-vous inquiet du nouveau régime arrivé au pouvoir en Syrie? À cette question, l'évolution de la situation en Syrie, c'est une normalisation ou de la communication? Vous dites à 95% de la communication et à 5% une normalisation. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels ainsi que les vraies voix, bien sûr, au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Ce qui est bien avec les vraies voix, c'est que ça débat aussi hors antenne. Et oui. Bien sûr, avec Philippe Bilger, François Pupponi aujourd'hui, Joseph Touvenel, ils ont des choses à dire et ça qui est intéressant. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, vous voulez qu'on lance le coup de projecteur des vraies voix, ça vous dirait? On peut lancer, c'est notre dernier coup de projecteur ensemble de l'année 2024. Allez-y, je vous en prie. Non, allez-y, c'est à vous, honneur aux dames. Je le fais? Allez-y. Allez, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les nouveaux dirigeants syriens ont annoncé que les groupes rebelles du pays avaient accepté de se dissoudre. Mais pas question pour eux pour autant de lâcher pour l'instant leurs fusils. Nous, les brigades ici, on est tous unis. Mais on refuse catégoriquement de rendre les armes. Nous, on est sur le terrain. Et on lit la réalité avec crainte et méfiance. À l'instant, j'avais une délégation des tribus bédouines. Tous veulent un État laïque et démocratique et dans lequel tous les tissus de la société se sentent en paix dans un État de droit. Cap donc à l'international où les nouvelles autorités syriennes ont annoncé un accord avec tous les groupes armés pour les dissolutions. S'agit-il d'un réel signe de normalisation? Alors parlons vrai, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Syrie? À cette question, l'évolution de la situation en Syrie, c'est, vous êtes à 95% à penser que c'est de la communication et à 5% une normalisation. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Georges Malbruno, qui est avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Philippe Bilger. Faut-il se méfier de l'eau qui dort? Bien, la question de Sud Radio est très pertinente, bien sûr, et moi le premier, je voudrais éviter le reproche qu'on me fait trop souvent, mais d'une forme de naïveté et d'optimisme un petit peu irresponsable. Il n'empêche que, il me semble, sans oublier les ombres qui peuvent apparaître, voire davantage pire durant le futur, qu'il y a peut-être deux motifs d'espoir. D'abord, le fait que non seulement il y a eu le régime inouï de Bachar el-Assad sur le plan de l'horreur, et ce qu'on apprend de lui depuis des années, la préparation d'un régime qui savait qu'il allait s'écrouler et qui avait pris toutes ses précautions financières, par exemple en Russie. Deuxième élément, mais sous le contrôle de Georges Malbruno, j'ai l'impression que depuis le départ de Bachar el-Assad, tout ce qui se déroule n'est pas fondamentalement rassurant, mais on aurait pu craindre pire. Et il y a des éléments d'espoir. Joseph Touvenel ou François Pupponi? Oui, juste parce que moi, je connais bien, je suis très proche des Kurdes du Rojava. Qui garde pour nous 15 000 djihadistes. Bon. Et entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes du Rojava, n'ont pas signé cet accord. Parce que désarmer les Kurdes de là-bas, ça serait... compliqué. Les condamner à mort. Oui. Un, les condamner à mort, parce que les Turcs n'attendent que ça. Oui. Et deux, qui gardera les djihadistes à leur place? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Kurdes sont aidés par les Américains, les Français et les Israéliens, présents sur place, et qui empêchent les Turcs d'arriver. Parce que les Turcs ont aidé le nouveau pouvoir de Damas uniquement pour pouvoir s'occuper des Kurdes derrière. Hein, bon, et de régler le problème des différents déplacés. Bon. Donc voilà. Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir un Kurdistan autonome comme on l'a en Irak qui permettrait aux Kurdes d'avoir un peu une stabilité politique? Je l'espère. Parce que sinon, une grande fusion, quand on voit ce qui s'est passé en Irak, les Kurdes ont gardé un Kurdistan autonome. Moi, je note que les auditeurs sont moins naïfs que la plupart des commentateurs.
quand ils nous disent qu'ils craignent, c'est un empire qui se refait, il y a l'empire ottoman, mais du coup de l'autre côté, l'empire perse va pas se laisser faire non plus, même si là ils ont perdu. Mais j'ai été frappé par le petit reportage qu'on avait au début et d'entendre tous veulent l'État laïque et démocratique. Alors que pour la plupart de ces peuples, de ces tribus, de ces populations, laïque ne veut strictement rien dire et démocratie non plus. Puisque ce sont, c'est pas leur mode de fonctionnement. Si on colle notre grille de lecture d'occidental sur ce qui se passe dans ces pays-là, alors à chaque fois on va se planter. Comme on s'est planté, Bachar el-Assad, quand il a pris le pouvoir, on nous a décrit que c'était un moderne. C'était un moderne, c'était la démocratie. Que ce serait pas son père. Voilà, que ce serait pas son père et que lui prenait le pouvoir par hasard parce que son frère était mort dans un accident de voiture et que la démocratie allait avancer. Ne collons pas notre grille de lecture. Il y a les Kurdes, effectivement. Il y a les minorités chrétiennes qui, depuis des siècles, essayent de survivre. Je parle même plus des Juifs parce qu'il y en a quasiment plus, alors qu'il y en avait. Donc c'est plus complexe que ce qu'on nous raconte. Moi, je voudrais bien la petite fille Espérance, mais avec pragmatisme quand même. Georges Malbruno est avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Il faut forcément se méfier. Oui, il faut se méfier, mais jusqu'à présent, les nouvelles autorités, le nouvel homme fort, là, Mohamed El-Joulani, qui est quand même un ancien partisan d'Al-Qaïda, je dirais, a plutôt fait presque un sans faute à l'égard de la population. Il a multiplié les signes d'apaisement. Il n'a pas changé fondamentalement la manière dont les chrétiens, par exemple, ont célébré Noël. Donc voilà, je pense qu'il est bien coaché par les Turcs, peut-être par les Américains. Donc sur ce plan-là, il faut être raisonnablement optimiste avec la réserve qu'il faudra le juger sur ses actes et non pas sur ses paroles. Mais jusqu'à maintenant, si on interroge les Syriens, les minorités, eh bien les gens qui sont derrière Joulani répètent qu'ils sont là pour assurer la paix civile. Simplement, il y a parmi les gens qui sont derrière Joulani des non-syriens et des djihadistes étrangers, et c'est ceux-là qui aujourd'hui font peser un danger sur la Syrie, en particulier sur les minorités, ce qui s'est passé depuis une semaine, notamment dans le pays alaouite, la minorité dont est issu Bachar el-Assad, aussi à l'égard des chrétiens. Et là, il y a un risque effectivement de débordement par ces groupes djihadistes qui sont ouzbeks, qui viennent qui sont ouïghours, qui sont aussi européens, qui sont aussi arabes. Et donc là, est-ce que les nouvelles autorités auront la capacité de les contrôler? Ça, c'est un défi qui est important. Mais voilà, donc il y a quand même, pour l'instant, disons que on n'a pas été trop déçus. On n'est pas dans un scénario comme celui que j'ai vécu en 2003 en Irak, où le nouveau régime avait fait table rase du passé et il y avait des exécutions, des pillages, des vendettas, etc. Non, on reste pour l'instant dans une transition qui est relativement contrôlée, avec quelques débordements, mais pour l'instant c'est relativement contrôlé. Après, tout commence aujourd'hui parce qu'il va falloir payer les fonctionnaires, il va falloir apporter du pétrole, l'Iran n'est plus là pour le faire, et il faudra faire tourner un pays. Et puis surtout, ce groupe qui a pris le pouvoir, le fameux HTS, ces anciens radicaux islamistes, n'ont pas la capacité de gérer la Syrie seul. Et donc, il va falloir qu'ils se s'allient avec d'autres, d'où ce que vous avez annoncé tout à l'heure, l'annonce de la dissolution des groupes armés. Mais sur ce plan-là, moi j'ai l'habitude de dire que Joulani n'est plus un djihadiste au sens où il ne veut pas commettre des attentats hors de son pays. C'est un islamiste conservateur qui a rasé sa barbe, qui porte la cravate, qui est bien coaché encore une fois, mais ça n'est pas encore un démocrate. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la démocratie dans ces régions-là, je pense que c'est un objectif à moyen ou long terme, et non pas demain. Mais pour l'instant, on reste sur une note, je dirais, relativement positive, sans être béat justement d'optimisme. Georges Malbruno, justement, on a entendu, enfin j'ai entendu des informations très contradictoires sur la politique menée à l'égard des femmes. Et notamment, j'avais cru comprendre qu'on interdisait aux femmes de faire le barreau ou autre chose. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus ? Je crois qu'à l'égard des femmes, pour l'instant, il n'y a pas eu de la part du nouveau
régime politique, je dirais, discriminatoire. Au contraire, ils sont passés dans les universités, dans les écoles, y compris chez les chrétiens, y compris chez les coiffeurs, peut-être pour dire, ben voilà, vous pourrez continuer de coiffer les femmes, etc. Non, je pense que de la part de ce nouveau régime, parce que, encore une fois, ces parrains turcs et probablement un peu américains sont derrière pour lui dire attention, et d'autres aussi. Donc il n'y a pas eu de dérive. On n'est pas du tout chez les talibans pour l'instant. La principale dérive, je vous le répète, c'est comment est-ce qu'il va réussir à contrôler ces radicaux qui ont brûlé l'autre jour. Vous avez vu un sapin oui. dans un village près de Hama. Moi, j'ai fait un papier aujourd'hui sur à l'attaquer dans le pays alaouite. Il y a aussi effectivement ces Ouzbeks ou d'autres qui viennent et qui détruisent des magasins d'alcool. Donc voilà, donc c'est un défi qui est là, mais pour l'instant, non. Je pense qu'ils ne commettront pas l'erreur. Djoulani a un objectif en particulier, c'est de se faire retirer de la liste des organisations terroristes. C'est quand même quelqu'un qui a encore 10 millions de dollars sur la tête, et la semaine dernière, il y a une sous-secrétaire d'État américaine, Barbara Leaf, qui est venue le rencontrer. Et donc, il se passe quelque chose, je ne sais pas, à la fois du côté des Américains et du côté de ce monsieur-là. Et donc, voilà, il a compris que s'il veut être enlevé de sa liste des organisations terroristes, s'il veut que la Syrie soit retirée de la liste des sanctions, il va falloir qu'il mette, j'allais dire, de l'eau dans son vin, même s'il n'en boit pas beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'il est dans cette épure là. Après, il a une redoutable mission, mais pour l'instant, je vous dirais, sans encore une fois verser dans un optimisme béat, il n'y a pas eu de règlement de compte gigantesque, il n'y a pas eu d'épuration sanglante, il n'y a pas eu de pillage trop. Voilà, non. Restons sur cette note-là, avec toujours une grande vigilance à son égard, ce que lui disent d'ailleurs les diplomates, notamment les diplomates français, qui sont parmi ceux qui sont les plus, je dirais, vigilants et attentistes. Hein. Quand ils sont allés, ils l'ont pas vu. Dire voilà, on le jugera sur ses actes, et c'est vrai, il faudra le juger sur ses actes, parce qu'il y a aussi la question des djihadistes, notamment français, qui sont maintenant, je dirais, en villégiature et en liberté en dehors d'Idlib. Il y a la nation kurde, mais enfin, il ne faut pas se focaliser non plus sur les Kurdes. Je sais que ça intéresse beaucoup certains en France, mais on ne peut pas lire la situation syrienne uniquement à la lueur des Kurdes. Ils sont en train effectivement, les Kurdes rentreront peut-être dans le cadre d'un État fédéral avec des parcelles d'autonomie. Je ne sais pas comment Djoulani va traiter ça, mais on est dans une, voilà, je pense qu'il faut, pour l'instant, il faut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui, bien voilà. C'est une bonne façon de finir l'année en tout cas. Merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. J'espère que vous reviendrez chez nous. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci François Pupponi. Merci beaucoup Joseph Touvenel. Merci à cette équipe formidable pendant toute cette année. Puisque la prochaine fois... Oui. Ce sera en 2025 qu'on vous retrouvera, Cécile, le 6 janvier. Tout à fait. Demain, je serai là en pensant à vous, bien évidemment. Mais j'aurai mon paquet de Kleenex pour m'essuyer mes larmes au fur et à mesure de l'émission. On a eu quand même une bonne nouvelle pour Philippe, c'est qu'en Syrie, il pourra toujours aller chez le coiffeur. C'est ce qu'on vient d'apprendre, ce qui m'a profondément touché. Merci à vous. Un magasin d'éponges suffit, vous savez. Merci beaucoup, Cécile. On se retrouve avec un immense plaisir avec vous le 6 janvier prochain. Passez de belles vacances, en tout cas faites attention à vous et on vous retrouve en 2025. Bisous, à bientôt. Et tout de suite le best-of des vraies voix qui font rouler la France. Salut.